Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission dominicale, l'entretien de cette semaine. S'il ne tenait qu'au président de la République, Patrice Talon, cette institution n'existerait probablement plus. Aujourd'hui au Bénin, n'eût été les députés de la 7e législature, le Conseil économique et social serait déjà supprimé de l'arsenal institutionnel béninois. Mais après avoir échappé de justesse à sa mort à travers le rejet du projet de révision constitutionnelle le 4 avril 2017, le Conseil économique et social continue son bonhomme de chemin dans le pays. Et d'ailleurs, les membres de la 6e mandature ont été installés le lundi 22 juillet dernier au palais de la Marina, et ceci pour les 5 prochaines années. Le nouveau bureau de l'institution est déjà connu selon les textes prévus justement et en vigueur actuellement au Bénin, même si en l'instar du chef de l'État, plusieurs analystes avertis pensent toujours que cette institution n'est pas vraiment utile pour le pays en l'état et qu'il faille tout au moins la réformer à défaut de la supprimer. Le Conseil économique et social semble donc être à la croisée des chemins aujourd'hui et nous marquons un arrêt sur cette institution de la République avec au menu plusieurs questions qui nous tiennent fondamentalement à cœur, comme par exemple, quelle est réellement l'utilité du Conseil économique et social pour le Bénin? Comment fonctionne-t-il depuis sa création alors qu'il est très méconnu du grand public? Et aussi, que faut-il revoir aujourd'hui dans ses rôles et prérogatives afin de le rendre beaucoup plus actif et beaucoup plus connu du grand public? Voilà autant de questions qui nous tiennent à cœur ce dimanche. Et pour y trouver des éléments de réponse, je reçois pour vous sur ce plateau la mémoire actuelle de cette institution à la personne de M. Charlemagne Tomavo. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, merci de votre présence sur ce plateau. Vous êtes l'actuel secrétaire général du Conseil économique et social, d'où alors l'adjectif mémoire de l'institution. Merci de votre présence sur ce plateau. Je vous en prie. Alors, Charlemagne Tomavo, le Conseil économique et social fondé par les articles 139, 140 et 141 de la Constitution béninoise et la loi numéro 92-010 du 16 juillet 1992 portant loi organique sur le Conseil économique et social est toujours perçu comme une institution peut-être trop passive. Comment vous l'expliquez? Je vous remercie. Avant toute chose, nous sommes un jour de dimanche. Je suis chrétien. Je voudrais avant toute chose donc saluer toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs du Bénin et du monde qui nous suivent en ce moment. Et je leur souhaite un bon dimanche. Pour répondre à votre question, je peux vous dire que le Conseil économique et social, sur tous les cieux et sur toutes les planètes, on lui reproche les mêmes choses. Que c'est une institution qui n'est pas connue. Et tout récemment, dans notre mère patrie, la France, le même débat était sur le tapis. Et on était même allé dans le sens de le supprimer aussi. Mais cependant, il reste et demeure une institution très active en République française, à l'instar du Conseil économique et social du Bénin. Alors, le reproche qui est souvent fait au Conseil économique et social relève du fait que c'est une institution qui se trouve être entre l'exécutif et le législatif. C'est une institution, et lorsque je prends surtout le cas du Conseil économique et social du Bénin, nos audiences ne sont pas publiques comme celles de l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas de radio, comme ce fut le cas à l'Assemblée nationale où il y a la radio de l'hémicycle. Radio hémicycle. Voilà. Alors, nos audiences n'étant pas publiques parce que les tests ne l'ont pas permis. Alors, donc, de ce point de vue, vous conviendrez avec nous. Et lorsque surtout lorsqu'on a une institution qui a la posture, qui est dans la posture plutôt de donner des conseils aux plus hautes autorités du pays, vous conviendrez avec nous qu'on ne peut pas se mettre dans la rue pour évoquer les conseils qui sont formulés à l'endroit de ces plus hautes autorités. Très bien. Donc, vous conviendrez avec moi, donc, et je comprends ceux qui continuent de dire que le Conseil économique et social n'est pas connu, n'est pas visible, on ne sait pas ce qu'il fait. Et cependant,
il y a quand même d'autres franges de la population qui maîtrisent très bien ce que nous faisons et nous les remercions pour cela. Très bien. On va, tout au long de cette émission, décortiquer un peu toute l'actualité liée au Conseil économique et social. Le 11 décembre 2017, à l'ouverture du Forum national du Conseil économique et social qui s'est tenu à Cotonou d'ailleurs, le président de l'institution, Augustin Tabé-Bien, affirmait, je le cite, « Le CES, malgré ses difficultés, a proposé depuis 20 ans au pouvoir public des avis de recommandation sur un certain nombre de problématiques touchant la vie socio-économique du pays. » Fin de citation. Quelle est l'utilité du Conseil économique et social dans l'évolution de la nation? Alors, il faut dire que lorsque nous prenons l'évolution de notre pays, le Conseil économique et social joue une partition majeure en tant que laboratoire de réflexion sur les questions et les problématiques du développement. Et c'est la seule instance au sein de laquelle des réflexions actives, intelligentes, sans parti pris, se mènent pour que les décideurs puissent avoir des avis avisés, des recommandations avisées pour prendre des décisions, les bonnes décisions pour le développement de notre pays. Alors, je voudrais, pour être plus précis sur cette question, dire que lorsque vous prenez la composition du Conseil économique et social, vous comprendrez que c'est une assemblée qui est très représentative des différentes composantes de la nation béninoise. Au sein du Conseil économique et social, il y a le président de la République qui nomme 3 personnalités. L'Assemblée nationale qui nomme 2 personnalités. Le patronat béninois, c'est-à-dire les organisations d'employeurs, ils nomment 4 représentants. Les organisations syndicales également élisent 4 personnalités qui les représentent au sein du Conseil économique et social. Lorsque vous prenez par exemple les chercheurs de nos universités, ils y désignent 2 représentants. Lorsque vous prenez les ONG, les organisations non gouvernementales, elles désignent 2 personnalités. Les artisans désignent 2 personnalités qui les représentent. Les artistes et animateurs culturels désignent une personnalité. Vous voyez, généralement, c'est toutes les grandes composantes de la nation qui se retrouvent donc au sein du Conseil économique et social. Donc, c'est une plateforme d'experts qui s'y retrouvent et qui réfléchissent à tête reposée et sans dimension politique sur les questions de développement. Et c'est à l'issue de leurs réflexions que les avis et recommandations sont formulés au président de la République, qui est le chef de l'exécutif dans notre pays, et à l'endroit également de l'Assemblée nationale. Vous conviendrez avec moi, monsieur le journaliste, que le Conseil économique et social se trouve être entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. C'est donc vers ces 2 institutions que nous envoyons nos avis. C'est à ces 2 institutions que nous envoyons donc nos avis. Ça vous dit que lorsque vous avez le privilège, et là c'est vraiment le moment de le dire, lorsque vous avez le privilège, parce que c'est la Constitution qui nous confère ce rôle-là, de donner des conseils aux 2 plus hautes autorités du pays, vous ne pouvez pas vous mettre dans la rue et révéler les conseils que vous donnez à ces plus hautes autorités. C'est dans un seul pays au monde qu'un conseil économique et social se permet de donner des avis qui ne sont pas consultatifs. Et ce n'est pas pour autant que ce pays soit plus développé que le Bénin. Donc il y a de grands pays de démocratie, de grands pays développés qui détiennent le Conseil économique et social et qui ont les mêmes rôles que ceux que nous avons au niveau du Conseil économique et social du Bénin. C'est-à-dire... Ça fonctionne de la même manière. De la même manière, celui de donner des avis consultatifs. Voilà. La loi organique portant justement, la loi organique sur le Conseil économique et social que j'ai cité tout à l'heure, a clairement défini dans son article 1er les rôles du Conseil économique et social. Et j'en veux pour preuve cette citation, le Conseil économique et social donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret, ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumises. Alors justement, ce rôle-là que le Conseil économique et social a, comment est-ce qu'il le joue?
Alors, en la matière, c'est le gouvernement qui nous saisit. Et là, ça fait partie d'une de nos méthodes de travail. Nous fonctionnons sur la base des saisines et des autosaisines. Donc, en matière de saisine, cela concerne cet aspect de la loi que vous venez de citer. Et c'est soit le gouvernement ou l'Assemblée nationale qui nous saisit. Dès lors que nous sommes saisis, nous avons au niveau du Conseil économique et social 3 commissions permanentes. D'accord. En fonction de la thématique, une des 3 commissions est saisie à titre principal et les 2 autres à titre secondaire. Je voudrais d'abord donner donc les intitulés des 3 commissions permanentes. Nous avons donc la commission numéro 1 qui est intitulée Commission de l'économie et des finances. Donc, lorsque nous avons une préoccupation, une saisine qui touche aux questions économiques ou financières, c'est la commission numéro 1 qui est saisie. Nous avons la commission numéro 2 qui est intitulée Développement rural et environnement. C'est vous dire que toutes les questions qui sont relatives à la gestion des ressources naturelles sont prises en charge à titre principal par cette commission numéro 2. Nous avons également la commission numéro 3 qui est intitulée Commission des affaires sociales et de l'éducation. Donc, toutes les thématiques qui sont relatives donc, aux aspects sociaux et à l'éducation sont prises en charge à titre principal par cette 3e commission permanente. Donc, alors, lorsqu'une commission est saisie à titre principal, comme je le disais tantôt, les 2 autres le sont à titre secondaire. Chacune d'elles fonctionne avec un certain nombre de conseillers de la commission, avec tous les conseillers de la commission, et 2 assistants qui sont des cadres de très haut niveau, qui les assistent dans l'élaboration de tous les documents qui sont préparés au sein de cette commission-là. Et lorsque nous avons une étude du genre, nous avons la possibilité de saisir 5 experts qui relèvent du secteur public et du secteur privé, qui viennent à travers ce que nous appelons les auditions. Donc ces experts viennent présenter des communications et nous tirons le maximum d'informations des dites communications. Et nous faisons également de la recherche et de la revue documentaire pour mieux comprendre le contenu de la thématique en question. Et ce n'est qu'après tout ça, et sur la base d'outils scientifiques mis en place, nous élaborons donc les avis qui sont examinés dans un premier temps en plénière de la commission en question. D'accord. La commission a sa plénière. Chaque commission a une plénière interne. Et la commission saisie à titre principal reçoit les amendements et propositions des 2 autres commissions, les analyse, intègre dans le projet de rapport. Et au sein de la commission, ils font une plénière pour adopter de façon provisoire le projet de rapport. Et ce projet de rapport est examiné au niveau de la réunion du bureau et très généralement au niveau de la conférence des présidents, qui n'est rien d'autre que la réunion qui se font avec tous les membres du bureau élargie aux 3 présidents de commission permanente. Après avoir examiné cet avant-projet de rapport, il est en ce moment soumis à toute la plénière des 30 conseillers qui l'examinent, amendent le rapport et l'adoptent. Ce n'est qu'après ça que les avis de l'institution sont soumis au président de la République et à l'Assemblée nationale. Vous voyez, c'est toute une démarche. C'est un long processus, c'est toute une démarche scientifique qui est suivie dans l'élaboration de nos avis et de nos recommandations. Mais lorsque les travaux sont en cours au sein de ces différentes commissions-là, si c'est la commission, par exemple, économie et finances, qui est en train d'étudier un avis sur un projet de loi du gouvernement ou même une tâche de l'Assemblée nationale, est-ce que les autres commissions, à savoir développement rural et environnement, et même aussi affaires sociales et éducation, est-ce que les 2 autres commissions ont des avis à donner sur le travail que fait la commission économie et finances? Je l'ai dit tout à l'heure quand je faisais mon développement. Lorsqu'une commission est saisie à titre principal, les 2 autres le sont à titre secondaire. Donc les 2 autres également travaillent et proposent par rapport au sujet en question tout ce qu'ils ont comme amendement à faire pour améliorer le contenu de ce que la commission numéro 1 veut faire. Et la commission numéro 1 prend en compte l'ensemble des amendements et observations
et des propositions des 2 autres commissions pour élaborer son projet de rapport. C'est vous dire que lorsqu'il y a un travail, c'est l'ensemble des 30 conseillers qui se mettent sur le travail et d'arrache-pied, on l'étudie avec toute la sérénité que cela requiert. Est-ce que le Conseil économique et social, à l'occasion de ces plénières, fait des débats très profonds sur ce qu'on doit dire ou ce qu'on doit écrire et envoyer aux institutions, c'est-à-dire des débats même contradictoires? Comme je vous le disais tantôt, lorsque vous avez le privilège d'avoir comme destinataire les 2 plus hautes autorités donc, du pays, vous ne pouvez que travailler avec beaucoup d'efficacité et beaucoup de sérieux. Et je crois que c'est les 2 caractères fondamentaux qui caractérisent les travaux au niveau du Conseil. L'efficacité et l'efficience dans tout ce que nous faisons. Parce que, comme les résultats de nos travaux sont adressés au chef de l'État et à l'Assemblée nationale, je vous ne le fais pas dire, nous travaillons d'arrache-pied avec beaucoup de sérieux pour que les avis formulés, les recommandations formulées soient les plus avisées possibles. Puisque nous avons pleinement conscience que ces avis et recommandations serviront à prendre une décision de portée nationale. De ce point de vue, vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas s'amuser avec de tels avis et recommandations. C'est pour ça que nous prenons tout le temps nécessaire que cela requiert conformément à nos tests et nous mettons en place tous les outils méthodologiques, toutes les approches nécessaires pour étudier ces sujets-là, de manière à rester dans le délai, dans le timing nécessaire, mais que ces avis soient les plus avisés possibles pour permettre à l'autorité de prendre une décision. La loi organique dit, je cite, le Conseil économique et social, je cite, donne obligatoirement son avis sur les projets de loi de programme à caractère économique et social. L'adjectif ou l'adverbe obligatoirement qui est là, est-ce que ça ne constitue pas peut-être une pression pour le Conseil économique et social dans ces tâches? Oui, cette disposition concerne notamment les lois programmes. Par exemple, le budget général de l'État. Oui. Et je puis vous dire, en tant que secrétaire général, que tous les gouvernements successifs ont respecté cela. Et ce qui fait que vous verrez, lorsque le projet de budget général de l'État est envoyé à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Économie et des Finances en personne vient présenter ce projet de budget au Conseil économique et social. Alors, la pression dont vous parlez, c'est une exigence de la loi. Et le gouvernement respecte toujours cela en nous envoyant le budget général de l'État, c'est-à-dire la loi de finances. Donc, nous examinons tous les ans, toujours au Conseil économique et social. Sa création, depuis sa création, depuis la reprise des travaux de l'institution, parce que sa création remonte à 1958, mais de façon continue, depuis 1994, l'institution fonctionne jusqu'à nos jours. Donc, depuis 1994, nous examinons tous les ans le projet de budget général de l'État qui relève d'une loi programme. Est-ce que cet examen-là se fait de façon profonde? Est-ce qu'au niveau du Conseil économique et social, on a vraiment des gens de ces domaines-là qui comprennent exactement ce qu'ils lisent? Alors, n'importe qui ne s'inscrit pas à la Commission de l'économie et des finances. Et les conseillers qui viennent chez nous essayent véritablement de respecter ce cadre qui est tracé. Et lorsque je prends la mandature qui vient de s'achever, je peux vous révéler celui qui a été le président de cette commission-là. C'est le président Pascal Todino, que tout le monde connaît, qui est un statisticien de très haut niveau. C'est lui qui a présidé la destinée de cette commission-là. Donc, c'est vous dire que malgré toutes les compétences internes, nous avons conscience que nous n'avons pas la science infuse. Et pour cela, nous sollicitons pour une meilleure compréhension du contenu des différents aspects du budget général de l'État, nous n'hésitons pas à inviter des experts qui ont une longue carrière en matière d'études des lois de finances, qui viennent nous assister pour éclairer nos lanternes pour une meilleure compréhension de tous les aspects du budget. Donc, parfois, vous sollicitez des regards extérieurs. Exactement. Des regards d'experts. Exactement. Et pour ce qui concerne l'examen
du budget général de l'État que nous avions examiné l'année dernière, nous avons invité un expert qui a été l'un des hauts cadres du ministère de l'économie et des finances, qui est venu, mais qui est admis à la retraite, et qui a un cabinet, qui a été régulièrement sollicité pour assister les hauts conseillers de cette commission-là à mieux comprendre le contenu de ce projet de budget général de l'État. Mais si le budget atterrit, quelle est la procédure? C'est vous qui recevez ça? Comment est-ce que ça se passe? Alors, lorsque les documents sont prêts, je mets généralement en place un mécanisme de suivi pour que dès que c'est fait, que le conseil, l'institution soit saisie officiellement. Donc, le ministre de l'économie et des finances nous saisit et nous envoie une quarantaine d'exemplaires du gros document du budget général de l'État. Dès lors que je reçois, j'informe l'autorité de la réception des documents budgétaires. L'autorité, c'est le président. C'est le président. Et là, à son tour, il saisit les membres du bureau pour qu'il y ait une réunion du bureau qui se fasse par rapport à ce document que nous avons reçu. Et dès lors que la réunion du bureau se penche sur la question, je suis instruit pour qu'une décision soit prise pour que la commission de l'économie et des finances soit saisie à titre principal et les deux autres commissions à titre secondaire. Et la machine est mise en branle. Chaque conseiller prend possession de son document. Les assistants qui doivent assister les conseillers également prennent possession des 10 documents. Nous avons à l'interne un conseiller technique à l'économie, également qui travaille sur le dossier. Nous avons un conseiller technique juridique qui également voit un peu les aspects, parce que c'est une loi de finances. Donc il y a des aspects juridiques à voir. Bien sûr. Lui aussi prend possession des documents. Et moi-même en personne, avec une équipe restreinte, à travers mon adjoint, le secrétaire général adjoint, nous mettons également en place avec le directeur des affaires financières, une petite équipe pour étudier au niveau de l'administration les documents budgétaires. Pour que, à notre tour, nos observations soient versées au niveau de la commission de l'économie et des finances. Donc, c'est l'ensemble de ces observations et amendements que la commission de l'économie et des finances prend en compte dans l'élaboration de l'avant-projet de rapport qui va être non seulement examiné au niveau de la commission, mais également au niveau de la plénière. Donc, encore une fois, c'est toute une démarche scientifique qui est mise en place pour examiner les documents que nous examinons au niveau du Conseil. Mais est-ce que c'est cette même trajectoire que suivent les autres lois que vous devez examiner? Si par exemple on a une loi sur le social, par exemple, je ne sais pas, vous allez peut-être donner des exemples tout à l'heure, est-ce que c'est la même procédure? Comment est-ce que ça se passe? Si c'est une question, une préoccupation qui concerne l'aspect social, c'est la commission des affaires sociales de l'éducation qui est saisie à titre principal. Et c'est la même procédure que j'ai décrite tout à l'heure pour ce qui concerne la commission de l'économie et des finances. Elle prend en charge de façon prioritaire la gestion du dossier, reçoit des deux autres commissions des observations et amendements, des propositions qu'elle prend en compte dans l'élaboration de son avant-projet de rapport. Donc, quand l'avant-projet de rapport est élaboré, il adopte en plénière de commission avant de le soumettre à l'ensemble de la plénière des 30 conseillers. Et comme la plénière est souveraine, elle examine avec toute la froideur d'esprit et d'analyse qu'il faut pour que le document soit adopté et envoyé au président de la République et à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez toujours votre mot à dire sur, vous, secrétaire général, je veux dire, est-ce que vous avez toujours votre mot à dire sur toutes les lois que le CES examine? Pas de façon prioritaire, parce que je suis à la tête de l'administration. Et comme je vous le dis... Parce qu'il faut le rappeler, le secrétaire général n'est pas conseiller. Je ne suis pas conseiller, voilà, exactement. Il est à la tête de l'administration. Exactement. Comme je vous le disais tantôt, nous avons le mécanisme par lequel nous versons nos amendements et propositions aux commissions concernées par l'étude des dossiers. Voilà comment nous fonctionnons. Alors, mais mon rôle, c'est de veiller à ce que toute l'administration soit mobilisée pour accompagner de façon efficace le travail des conseillers, pour que nous respections les délais, nous respections le timing nécessaire
pour que nos avis ne soient pas en retard. Mais jusqu'à présent, quelles sont les grandes lois que vous avez réussi à étudier jusque-là et dont vous êtes peut-être fiers de ce que ça a donné sur le terrain, c'est-à-dire en termes d'impact sur les populations? Loi, je veux dire sociale, hein, puisque tout à l'heure on a parlé déjà du projet de budget de l'État que vous examinez avant même transmission à l'Assemblée, mais des lois à caractère social qui sont passées dans vos mains et dont aujourd'hui vous pouvez être fiers. Alors, même en donnant l'exemple du projet de budget général de l'État, c'est la loi de finances. Oui. Et c'est une loi éminemment sociale, chaque année qui est votée. Puisque là-dedans, toujours un volet d'abord économique. Exactement, mais il y a un grand volet social dans tous les projets de loi de finances. Donc, c'est vous dire que rien qu'en donnant ce simple exemple, nous pouvons dire que depuis 1994, nous contribuons énormément à l'essor et au progrès de notre pays. Ceux qui connaissaient Cotonou, il y a de cela 30 ans, quand ils vont y revenir aujourd'hui, ils pourront dire que quelque chose a été fait. Les différents gouvernements successifs ont fait ce qu'ils peuvent faire. Et actuellement, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Patrice Talon, de grands travaux, le pays entier est en chantier. Et c'est à travers des lois de finances élaborées autrement, à travers des lois de finances éminemment sociales, que nous constatons les résultats sur le terrain. Je veux juste donner l'exemple d'asphaltage. Oui. Si ce n'est pas prévu dans le budget général de l'État, dans la loi de finances, ça ne peut pas se faire. Parce que c'est de l'argent qu'on est en train de dépenser pour réaliser ces grands travaux. C'est vous dire, lorsque nous prenons par exemple le projet ARCHE, Assurance pour le renforcement du capital humain, c'est contenu dans la loi de finances. Et chaque année, il y a un pan qui est fait pour que ce projet s'accomplisse et s'exécute sur le terrain pour le bonheur de nos populations vulnérables. C'est vous dire que lorsque nous prenons chaque loi de finances, il y a toujours un élément nouveau qui permet de gérer au mieux la question de vulnérabilité de nos populations. Alors, en dehors, pour ne pas citer que les exemples relatifs aux lois de finances, je puis vous dire qu'il y a d'autres lois que nous avons. Le partenariat public-privé. Oui, la loi sur le PPP. La loi sur le PPP, c'est une loi que nous avons examinée au niveau du Conseil économique et social. Aujourd'hui, il y a une question fondamentale, l'état civil, où les populations sont invitées à aller retirer leurs actes de naissance. Exactement. Vous avez déjà étudié la loi sur le RAVIP au niveau du Conseil économique et social. Vous avez votre regard sur cette loi-là? Exactement. Ces lois sont passées chez nous et on les a examinées. C'est vous dire que tout ce qui touche aux populations au plan économique, social, culturel, scientifique, technique et environnemental. Donc, on a 6 grands piliers sur lesquels nous travaillons de façon constante au niveau du Conseil économique et social. D'accord. La loi organique sur le Conseil économique et social stipule également, c'est-à-dire le CES, peut être consulté par le président de la République sur tout problème à caractère économique, social, culturel, scientifique et technique. Alors, ça fait 3 autres adjectifs qualificatifs qui s'ajoutent aux 2 autres, social et économique. Comment est-ce que le CES arrive à se retrouver dans toutes ces dimensions-là? D'abord, sur le plan culturel. Sur le plan culturel, non, il faut dire que les acteurs culturels sont représentés au niveau du Conseil économique et social. Bien sûr. Et j'ai eu la chance d'appartenir tout récemment au Comité national de supervision des élections dans le cadre du renouvellement de la mandature du Conseil économique et social. Et dans ce cadre-là, j'ai supervisé un peu les élections au niveau de la catégorie socio-professionnelle, au niveau des organisations d'artistes et d'animateurs culturels. C'est vous dire que cette dimension, on a beaucoup d'organisations dans notre pays concernant ce secteur. La plupart de leurs préoccupations sont relayées au niveau du Conseil à travers leurs représentants. Et je peux vous dire que, sans lui faire de la publicité, parce que c'est de la vérité, leur représentant au Conseil économique et social est très représentatif de cette corporation-là. Donc, à travers lui, et nous avons d'autres mécanismes qui nous permettent d'avoir des informations, des préoccupations concernant chaque catégorie socio-professionnelle. C'est vrai que les acteurs culturels ont un seul représentant au CES. Ils ont un seul. Sur 30, est-ce que ce n'est pas très peu? Voire minime ou même quasi inexistant?
Alors, d'autres catégories vous diront également la même chose. Non, c'est le constituant en 92 qui l'a fait de cette façon-là et nous faisons avec. Mais un mécanisme est quand même trouvé pour que le représentant de cette catégorie au niveau du Conseil soit très représentatif de la corporation. Et je crois que de par sa représentativité, il relaie savamment les préoccupations de sa corporation, ce qui permet à tout le Conseil de se préoccuper des problèmes qu'ils ont. Et de ce point de vue, il arrive à se faire entendre. Il arrive à se faire entendre. Et de ce point de vue, lorsqu'il a des préoccupations majeures qui touchent une catégorie socio-professionnelle, c'est tout le Conseil qui se mobilise autour de la question et qui formule des recommandations qui s'y est. D'accord. Mais est-ce que le secteur culturel tient si tant à cœur aux autorités du pays? Vous avez l'impression qu'avec cette prérogative-là du CES d'opiner sur les réformes dans le domaine culturel en général, vous avez l'impression qu'effectivement, vous êtes très actif sur le domaine culturel? Nous sommes très actifs sur le domaine culturel et nous nous réjouissons des réformes, des grandes réformes qui sont en cours aujourd'hui dans notre pays dans le domaine de la culture. Vous savez que dans le programme d'action du gouvernement, le PAG, il est prévu de très grands projets dans le domaine de la culture. Il y a d'abord la rénovation et la construction des musées. Vous savez que notre pays aurait pu tirer un plus grand avantage du tourisme, qui relève de la culture aussi. Mais malheureusement, nos sites ne sont pas valorisés. Vous prenez aujourd'hui Gorée. Gorée jouit plus, bénéficie plus des avantages du tourisme au plan culturel, mieux que le Bénin. Alors que de chez nous sont partis des milliers de négriers. Bien sûr. Nos parents sont partis et nous avons, lorsque vous consultez l'histoire, le Dahomey fait partie des grands pays qui auraient pu bénéficier du tourisme culturel. De ce point de vue-là. Mais malheureusement, on n'a rien mis, fondamentalement rien mis en place pour capter des milliers de touristes qui auraient pu visiter notre pays et nous apporter des devises. Et lorsque vous jetez un coup d'œil dans les réformes en cours dans ce secteur-là, c'est de grands projets de valorisation des sites pour faire venir des milliers de touristes dans notre pays. Et tout ça, c'est de l'économie. Il y a parfois des touristes étrangers qui vont en Haïti pour aller voir le vaudon, alors que le Bénin est quand même reconnu comme un pays de vaudon. Absolument. Absolument. Lorsque des milliers de gens prennent des vols corsaires pour aller au Brésil, pour aller voir de visu toute la dimension candomblé. Candomblé, c'est parti du Dahomey. Si vous êtes très bien renseigné, la dimension candomblé est partie du Dahomey. Et c'est une Dahoméenne, une béninoise, qui a fondé cette affaire de candomblé au Brésil, que des milliers de gens prennent les vols corsaires pour aller visiter. Nous ne travaillons pas assez encore dans notre pays pour capter les ressources nécessaires dans ce secteur-là. Et je pense que le moment est venu, à travers la dynamique nouvelle de réforme dans ce secteur, pour que les acteurs soient identifiés, formés, pour que nous puissions attirer le meilleur profit dans ce secteur pour le bonheur de notre économie. Et moi, je suis extrêmement heureux qu'aujourd'hui, on a une agence forte qui a été mise en place par les autorités en place et que des personnes avisées sont impliquées dans les réformes dans ce secteur pour que nous changions de cap, pour que nous prenions une nouvelle dimension pour l'essor du secteur culturel à travers le tourisme culturel. Le CES était là depuis des années, a même été là aussi pendant les régimes qui se sont succédés. On sait que le gouvernement précédent avait eu une volonté d'aider les acteurs culturels en créant le fonds d'aide à la culture, devenu le fonds des arts et de la culture, avec d'abord le milliard culturel, le trimilliard culturel. On a constaté que ces fonds-là ont été très mal gérés, mais où était le CES ? Alors, je voudrais d'entrée de jeu sur la question dire que le Conseil économique et social n'est pas l'exécutif. On est d'accord. Le Conseil. Mais vous avez un regard sur le fonctionnement du pays. Oui, j'en 30 conseillers qui viennent d'un peu partout. Oui. On peut même appeler ça aussi une autre Assemblée nationale, le CES. Absolument. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Oui. Mais ce fonds qui est créé relève d'un ministère. D'accord. Il y a
au niveau donc, du ministère des mécanismes internes d'audit, de gestion et de contrôle de gestion. D'accord? Donc, la première responsabilité d'un ministre sous qui il y a une agence ou une direction qui s'occupe de la gestion de fonds, c'est de faire en sorte que tout se passe dans les règles de l'art. Alors, nous, au niveau du Conseil économique et social, à travers tous les mécanismes de contrôle, l'IGF, l'inspection des finances, à travers tous ces mécanismes qui existent, nous n'avons pas pour attribution de rentrer dans la gestion des fonds par des structures publiques. Notre rôle, c'est de faire en sorte que tout se passe bien et que lorsqu'il y a un secteur où il y a un maillon qui est faible, qui ne marche pas, où nous sommes informés, nous pouvons appeler l'attention de l'autorité en question là-dessus. Mais cela ne veut pas dire que si nous avons été informés qu'il y a une mauvaise gestion dans une administration, nous allons nous taire et faire comme si nous ne sommes pas intéressés. Pas du tout. Alors, s'il y a un secteur où des maillons ne tournent pas bien, nous avons un mécanisme interne par lequel nous saisissons l'autorité concernée par la gestion du dossier pour qu'elle puisse prendre ses responsabilités. Vous l'avez fait pour le cas d'espèce? Je ne le dirai pas que nous l'avons fait spécialement pour le cas du fonds d'aide dont vous parlez, mais nous l'avions fait dans d'autres cas. Dans d'autres occasions. Mais il y a aussi actuellement une décision du gouvernement qui consiste à créer un monument, un géant monument en l'honneur des Amazones qui ont combattu pour cette patrie. Quel est votre regard sur cette décision du gouvernement? C'est déjà passé au CES ou pas? Ce n'est pas encore passé au CES, mais si cela vient, moi je pense... Et là, on a parlé du tourisme tout à l'heure. Oui, voilà, ça rentre parfaitement dans le cadre. Nous sommes allés même jusqu'à étudier une thématique sur l'industrialisation du tourisme dans notre pays. Il faut industrialiser le tourisme. Il faut faire en sorte que les opérateurs du secteur soient considérés comme des industriels. Parce que c'est un secteur rentable. Vous voyez? Donc, si un tel sujet nous parvient, je pense que c'est avec beaucoup de bonheur que nous allons, sur la base des outils que nous avons l'habitude de recourir pour étudier les dossiers, ça va se faire pour que des avis bien formulés soient envoyés au président de la République là-dessus. Mais personnellement, et là je voudrais parler en mon nom personnel, pour dire que ce dont nous souffrons beaucoup dans notre pays, et qui fait que parfois nous ne sommes pas si visibles comme pays phare, c'est des monuments. Et moi, j'applaudis des deux mains toute initiative qui consiste à ériger des monuments pour honorer des gens qui ont combattu pour ce pays. Très, très bien. Il y a aussi un autre adjectif tout à l'heure que j'ai cité, scientifique. Le CES qui opine sur des questions scientifiques pour le développement de ce pays. Il y a un haut lieu du savoir, l'université, nous en avons plusieurs au Bénin. Et le CES qui est là, qui est on va dire, une chambre représentative des forces vives de la nation. Comment est-ce que ça se passe de ce côté-là? Est-ce qu'on peut vraiment dire que le CES est vraiment, franchement, très actif sur le plan des questions scientifiques? Modestement, nous apportons notre partition également dans ce secteur. Et déjà, je peux vous dire que nous avons 2 représentants des universités au niveau du Conseil. Et ça a été une élection très âprement discutée la dernière fois, où les universités ont pu dégager leurs 2 représentants. Donc, à travers eux, nous sommes au courant des grandes réformes dans ce secteur-là également. Et nous avons des commissions au sein desquelles le Conseil économique et social siège pour débattre des questions scientifiques avec les universités. C'est vous dire que nous sommes présents sur plusieurs fronts. Nous sommes présents sur plusieurs fronts. Il y a beaucoup de commissions nationales dans le secteur de l'éducation au sein desquelles le Conseil économique et social est représenté à travers des conseillers. Et au sein de ces commissions-là, il y a de grands débats qui se mènent sur les questions d'intérêt national, sur les questions scientifiques. Et à travers nos représentants, à travers leurs rapports, nous sommes au courant de tout ce qui se fait et de tout ce qui se dit à ce niveau-là. Et ça transparaît toujours dans les rapports d'activité du président de l'institution qu'il soumet à l'appréciation de ses pairs chaque année. Mais est-ce que vous
réfléchissez de temps en temps sur, par exemple, le financement des recherches de nos chercheurs? Parce qu'on dit, hein, il y a un adage très populaire, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Est-ce que vous vous préoccupez de temps en temps de la question de l'amélioration des conditions de recherche au Bénin? Absolument. Modestement, pour répondre à cette question, je peux vous dire que moi-même qui suis devant vous, je relève un peu de cette catégorie-là. Très bien. Et puis, il y a 10 représentants au niveau des élus qui sont au niveau du conseil. Oui. Et je vous ai dit également qu'à travers des commissions nationales dans le secteur de l'éducation, nous sommes représentés. Donc, forcément, la question de l'éducation est une grande préoccupation au niveau du conseil. Et autant que faire se peut, nous nous battons pour que des fonds de recherche soient mobilisés au profit de la recherche et surtout de l'innovation. Très bien. Mais sur cette question de l'éducation, on sait qu'il y a de cela quelques années, l'université a connu une certaine mutation du point de vue du fond des programmes, le système licence, master, doctorat, qui est venu avec beaucoup de douleurs, beaucoup de grincements dedans. Vous vous souvenez de toutes les grognes des étudiants à l'université, mais à l'époque, c'est vrai, vous l'avez expliqué, votre rôle n'est pas d'aller dans les médias pour dire votre position, mais on n'a pas vraiment senti que le CES était dans ce pays face à cette question. Alors, là-dessus, je ne vais pas violer des discrétions de l'institution, mais je peux vous dire que les autorités du Bénin qui ont en charge la question de l'éducation ont été approchées au Conseil économique et social et des réunions au plus haut niveau ont été faites avec elles pour que les dissensions, les reproches formulés par un certain nombre d'acteurs dans ce cadre-là soient discutés afin qu'on trouve le juste milieu pour que les réformes puissent être bénéfiques pour notre pays. Donc, là-dessus, sans faire du fanfaronnage, sans faire de grands battages médiatiques sur la question, nous sommes intervenus en tant qu'institution républicaine dans la gestion de cette crise-là. Sérieusement? Sérieusement. Vous avez donné votre position? Sérieusement. Ça, je peux vous le dire. Ah bon? Ma position me permet de savoir qu'il y a beaucoup de réunions qui ont été menées avec les autorités en charge de la question de l'éducation pour que les réformes qui s'opèrent dans ce secteur soient bénéfiques pour notre pays. Et non pour des acteurs qui ont des intérêts particuliers. Ces autorités, ce sont les ministres en charge de l'éducation? Bien sûr. Et ils vous ont écouté? Bien sûr. D'accord. Ça, je peux vous le dire. Mais on s'est plaint aussi pendant de longues années, depuis plus d'une bonne décennie déjà, du niveau des apprenants au niveau du milieu scolaire. Par là, on a quitté déjà l'université. On se disait, mais oui, le nouveau programme d'études, l'approche par compétences, ça affaiblit le niveau des apprenants. Et on avait besoin d'un avis des experts en la matière, ceux qui pouvaient se sont exprimés. Mais qu'est-ce que le CES a dit aussi sur cette question? Alors, monsieur le journaliste, là-dessus, par rapport à la qualité de l'enseignement, le Conseil économique et social ne s'est pas arrêté de contacter les ministres. Non. Le Conseil économique et social a carrément s'est auto-saisi de cette préoccupation et a choisi une thématique concernant la préoccupation là. Et nous avons arpenté, écouté les experts les plus avisés sur la question. Nous sommes descendus dans les écoles. Nous avons discuté avec les apprenants. Et là, on l'a fait de façon représentative dans tout le Bénin. Et là-dessus, nous avons formulé des recommandations. Parce que là, c'est un sujet d'autosaisine. Donc, nous avions formulé des recommandations assez claires à l'endroit du chef de l'État et à l'endroit de l'Assemblée nationale. Souffrez juste que je ne sois pas capable de vous révéler la teneur de ces recommandations. Mais ce dont je peux vous rassurer, c'est que nous nous sommes auto-saisis de cette préoccupation, de la baisse de la qualité de l'enseignement dans notre pays. Nous en avons fait une préoccupation importante, essentielle. Et là-dessus, on a pris un sujet sur lequel on a travaillé pendant plus de 4 mois. Sérieusement? Sérieusement. Et nous avions formulé des recommandations là-dessus. Ça existe et les tests nous empêchent de révéler parce que tant que le président de la République n'a pas fait publier au journal officiel,
souffrez que je ne puisse pas vous révéler le contenu des dites recommandations. Mais pour avoir lu les dites recommandations, je puis vous dire qu'elles sont très avisées et elles concernent la partition de chaque partie prenante clé dans les réformes à opérer dans ce secteur. Mais ça, là, vous l'avez fait il y a combien de temps déjà? La thématique sur la qualité de l'enseignement, on l'a fait il y a de cela 2 ans. 2 ans. Ça veut dire à l'arrivée du nouveau régime. Oui. Mais pourquoi avoir attendu autant de temps? On sait que le programme intermédiaire, ce qu'on a qualifié de programme intermédiaire, a quitté l'enseignement primaire en 2004 avec le CEP 2004 qui était le dernier CEP du programme intermédiaire. 2005 déjà, c'était le nouveau programme. Alors pourquoi avoir attendu autant de temps avant de pouvoir faire une étude sur la question? Alors, vous savez, en matière de recherche, il ne faut pas se précipiter sur une thématique nouvelle. Parce que lorsqu'on change de programme, il faut voir le programme se dérouler sur un certain nombre d'années avant d'apprécier. Je crois que c'est ce temps que nous avons observé. Encore qu'il y a d'autres urgences également. Parce que dans un pays en voie de développement, tout devient pratiquement prioritaire. C'est ça. Et comme le chef d'État l'avait dit. Voilà. Et comme je vous le disais, lorsque c'est un nouveau programme, il faut observer son application sur un certain nombre d'années avant d'apprécier. Et c'est ce que nous avions observé et ce qui nous a permis d'avoir des éléments de première main pour apprécier ce qui se faisait. Sur le plan de l'éducation, le gouvernement actuel a décidé de créer la zone franche du savoir et de l'innovation. Et c'est une réforme qui prend déjà avec les membres qui sont connus, mais ce n'est pas encore vraiment opérationnel. Est-ce que vous appréciez la chose? Vous savez que c'est un programme qui tenait beaucoup à cœur au candidat Patrice Talon. Oui. Et dès lors qu'il a pris le pouvoir, il met tout en œuvre pour que ce programme prenne corps. Et vous savez que le chef de l'État ne fait rien au hasard. Il prend son temps, il fait un diagnostic approfondi. Et il trouve les mécanismes efficaces et efficients pour régler un problème avant que les choses ne se révèlent. Je crois que c'est ce travail de titan qui est en train de faire dans l'ombre. Je pense que d'ici les semaines, les mois à venir, vous allez voir comment cela va prendre. Avec aussi la naissance de la Commission nationale de l'éducation, vous avez l'impression que c'est une chaîne et ça va prendre vraiment. Lorsque vous avez la chance d'avoir un professeur Baguidi Noël à la tête du Conseil national de l'éducation, avec des personnalités comme M. Gadiagbe et bien d'autres au sein de ce conseil-là, moi je n'ai aucun doute que toutes les réformes dans ce secteur-là n'hésiteront pas à prendre. D'accord. Et quel regard le CES a porté, par exemple, ça c'est pour peut-être boucler le chapitre éducation, sur les derniers résultats de fin d'année? Alors, je pense que la chance que nous avons aujourd'hui, c'est que les résultats révèlent réellement le niveau des apprenants. Il n'y a pas de résultats politiques. Certains se sont posés justement cette question. Il n'y a pas de résultats politiques. L'année dernière, les résultats n'ont pas vraiment été reluisants. Et cette année, une amélioration. On se demande si les apprenants sont subitement devenus des génies. Vous savez que cette année académique qui s'est achevée, il n'y a pas eu de grève. Je pense que c'est une donnée essentielle à prendre en compte dans l'analyse des résultats que nous avons obtenus en fin d'année. Et que globalement, le gouvernement est plus attentif aux préoccupations des enseignants. Et des efforts constants se font pour doter nos établissements scolaires de matériel et d'outils didactiques, pour que les gens puissent faire correctement le travail. Et vu qu'il n'y a pas eu de grève, vous conviendrez avec moi que les programmes et les curricula se sont poursuivis à leur terme et que les examens ont été programmés dans des délais qui ont été respectés et tout. Donc, tout ceci mis ensemble, on ne peut que avoir une nette amélioration par rapport à l'année dernière. Il y a un dernier adjectif dont parle la loi organique sur le CES, c'est que cette institution peut aussi opiner sur des questions techniques. Alors, c'est un peu ambigu. C'est quoi exactement le contenu de ce mot technique? Alors, aujourd'hui, au XXIe siècle, le volet technique concerne globalement les TIC, par exemple. D'accord. Tout ce qui concerne le numérique. Oui. Et vous savez qu'aujourd'hui, le Bénin a pris un envol terrible dans le secteur du numérique.
à travers le dynamisme de Mme Zoumaro, à qui le chef de l'État a confié cette responsabilité-là. Et j'ai pu vous dire que moi, j'ai eu la chance de participer à des forats hors du Bénin sur la problématique du numérique. Et je crois que le Bénin est en train de faire de très bons en avant dans ce secteur-là. Et mon souhait est que les réformes en cours et menées des mains de maître par Mme Zoumaro puissent continuer pour que nous tirions le meilleur partie du secteur du numérique pour notre pays. Parce qu'il y a beaucoup de ressources à capter également à ce niveau, à travers les startups. Et là-dessus, il faut que nous comportions comme des pays comme la Côte d'Ivoire, des pays anglophones, pour attirer beaucoup de ressources que des opérateurs économiques de haut niveau mettent dans ce secteur-là. Parlant du numérique, justement, ça fait déjà 4 ans que l'on devrait avoir au Bénin la télévision numérique terrestre. Ce n'est pas encore une réalité, même si déjà on confirme que des tests sont faits et qu'on est fin prêt pour vraiment entrer dedans de plein pied. Mais comment est-ce que vous, au CES, vous avez pu réagir face à cette question-là, ce retard notable que l'on a remarqué au niveau donc, de la migration de l'analogique au numérique, au niveau de la télévision? J'avoue que personnellement, on n'a pas pris une thématique concernant ce volet-là, mais ce n'est pas pour autant que nous n'en préoccupions pas. Nous nous en sommes préoccupés et là-dessus, des échanges ont eu lieu avec les différents ministres concernés pour que nous puissions également rentrer dans les rangs, pour ne pas rester du reste, pour que le Bénin ne soit pas en retard dans ce secteur-là également. Parce que aujourd'hui, vous ne pouvez rien faire sans le numérique. Et quitter l'analogie pour le numérique, le Bénin a tout à gagner. Et donc, par rapport à ces questions de développement, par rapport à ces questions émergentes, nous essayons, avec notre manière d'appeler l'attention des autorités concernées, pour que sur tous les paliers, qui concernent nos attributions, notre pays puisse faire des bons en avant. Mais il y a une question qui tient souvent à cœur aux consommateurs en général, les populations qui se demandent si elles sont vraiment choyées par les opérateurs GSM au Bénin. Vous savez certainement avec des questions de forfait qui posent souvent problème. Il y a des grognes que l'on entend dans le rang des populations et le Conseil économique et social devrait normalement être peut-être la maman qui devrait calmer tout le monde, mais généralement, une fois encore, on ne vous entend pas sur la place publique. Est-ce que ça vous tient à cœur, ces genres de questions? C'est une question éminemment sociale et là-dessus, nous ne nous sommes pas tués. Oui. Il y a juste que nous avons été des acteurs dans l'ombre pour que tout se passe bien au niveau de ce secteur-là pour le bonheur de nos populations. La seule difficulté chez nous, c'est que nous faisons beaucoup de choses qui malheureusement ne sont pas couvertes par les médias. C'est volontaire? C'est volontaire. D'accord. Et quand vous ne le faites pas faire par les médias, vous conviendrez que vos concitoyens ne sauront pas ce que vous êtes en train de faire dans ce secteur-là. Oui. Mais comme nous tenons au respect de nos tests, nous sommes dans l'ombre entre l'exécutif et le législatif. Nous tenons, parce que nous sommes des légalistes et nous aimons respecter les tests chez nous. Cependant, nous sortons de temps en temps de façon visible, lorsqu'il le faut. Vous avez vu, lorsqu'il s'est agi de la gestion de l'incendie du marché d'Antokpa intervenu en 2015, là-dessus, nous ne nous sommes pas cachés pour apporter notre partition dans la mobilisation des ressources pour soulager un tant soit peu nos concitoyens dont les feux ont consumé les marchandises. Donc, quand il le faut, nous sortons. Quand il ne le faut pas, nous restons dans l'ombre, mais nous agissons beaucoup pour la pacification de ce pays. Alors, on a passé un peu au peigne fin tout ce que le CES essaie de faire dans tous les domaines presque de notre vie quotidienne. Mais la loi organique sur le CES est très claire. Vous avez, en tant qu'institution, un rôle purement consultatif. Exactement. Vous formulez des recommandations. Quel écho ces recommandations ont généralement des autorités au sommet? Je vais parler de l'exécutif ou encore du Parlement. Alors,
c'est un autre pan de la problématique concernant le Conseil économique et social à travers son utilité. Lorsque vous formulez des avis et des recommandations qui ne sont pas connus du public, de l'autre côté, comment ça se passe? Oui. Non, je peux vous dire que depuis ces 3 dernières années, nous avons beaucoup de fierté au niveau du Conseil économique et social en termes d'exploitation judicieuse de nos avis et de nos recommandations. Mais il faut dire que depuis la 4e mandature, et voire même 3e, 2e, Oui. il y a quand même des tentatives d'exploitation de nos avis et de nos recommandations. Et là, je vais vous donner 1 ou 2 exemples. Hein. Oui, ça nous plaît bien. Voilà. Alors, lorsque vous prenez par exemple les lois de finances, Oui. je l'avais dit tantôt que le Conseil économique et social étudie obligatoirement les lois de finances. Et ça, tous les gouvernements respectent cela. Alors, dans l'une de nos recommandations, dans l'un de nos avis, parce que là c'est une saisine, dans l'un de nos avis concernant l'étude des lois de finances, nous avions demandé à ce que les conseils communaux, soient impliqués dans les conférences budgétaires. Parce qu'on ne savait pas sur quelle base on fixe l'apport de l'État à une commune. Sur quelle base? Est-ce que c'est en fonction du poids démographique de la commune? Est-ce que c'est en fonction du programme de développement de la commune? Sur quelle base on fixait les taux? Les montants alloués par l'État pour le développement d'une commune, sur quelle base cela se faisait? Donc, c'est nous qui avions suggéré, par exemple, que les conférences budgétaires qui se faisaient avec les ministères, les institutions, qu'on implique les conseils communaux. Et il y a eu, par le passé, un ministre de l'économie et des finances qui a avoué, au cours d'une présentation de la loi de finances au Conseil économique et social, il a avoué que c'est dans les avis du Conseil économique et social qu'ils ont lu qu'il faille que le ministère de l'économie et des finances implique les conseils communaux dans les conférences budgétaires. Et ils ont commencé par l'appliquer. Et ils ont vu que ça leur a permis de régler leur manière d'allouer les ressources aux communes. Ça, c'est un exemple palpable d'avis formulé par le Conseil économique et social qui a été judicieusement exploité pour le bonheur de nos communautés à la base. Parce qu'il faudrait que les ressources de l'État à une commune soient faites sur la base d'un certain nombre de critères objectifs. Et quand vous ne discutez pas avec les acteurs qui gèrent les communes, vous ne pouvez pas le savoir. Il faut maîtriser les rouages de la décentralisation. Absolument. Et les meilleurs qui le font au quotidien, c'est les conseils communaux. C'est les acteurs qui gèrent les communes. C'est les maires et leurs conseils. Et sans en avoir discuté avec eux, sur quelle base vous allez prendre des décisions les concernant? Et nous, on a estimé que si on ne les implique pas, on ne pouvait pas de façon objective leur allouer des ressources pour leur développement. Parce que vous ne pouvez pas faire le développement de quelqu'un contre sa volonté. Ou si vous ne l'impliquez pas. Ouais, donc ça a été un exemple patent. Et ça a été reconnu par un ministre de l'économie et des finances au moment où il présentait le budget chez nous. Aujourd'hui, lorsque vous prenez les réformes de l'État béninois sur les questions de la santé, nous, au niveau du Conseil économique et social, nous nous retrouvons parfaitement dans les réformes opérées par le chef de l'État pour assainir ce secteur-là. Parce que nous avions pris 2 ou 3 thématiques concernant le secteur de la santé et sur lesquelles nous avons formulé des recommandations. Et là-dessus, sans aller dans aucun détail, je puis vous dire que les réformes qui sont mises en œuvre par le pouvoir actuel dans ce secteur, nous sommes totalement en phase avec le chef de l'État sur ces questions-là. Et ce sont des réformes avisées. Vous l'avez adopté, enfin, vous les avez adoptées, ces différentes réformes. C'est-à-dire, quand je dis que nous nous sommes retrouvés dans les réformes, c'est que nous avions formulé des recommandations qui allaient dans ce sens-là. Et vous avez le sentiment d'avoir été écouté. Avec beaucoup de bonheur, nous sommes heureux que les réformes de notre pays aillent dans ce sens-là. Parce que nous nous retrouvons à travers ces dites réformes. Est-ce que ça a toujours été le cas, que le CES soit écouté véritablement par le pouvoir en place, l'exécutif?
Nous le sommes davantage aujourd'hui et c'est ça qui fait aujourd'hui notre bonheur. Et vous avez... Qu'en était-il des années précédentes, l'arrivée de ce régime? Avant aussi, il y avait des tentatives, comme je le disais, qui remontaient même jusqu'à la deuxième mandature. Mais les tentatives étaient un peu lentes, pour être honnête. Mais aujourd'hui, avec beaucoup d'efficacité, on se retrouve à travers les décisions. Vous aviez le sentiment entre-temps d'avoir été, enfin, inutile dans le pays en tant qu'institution? Pas inutile, puisque comme je le disais, il y avait quand même des retours. Et ces retours-là, c'est ça que nous appelons, dans notre jargon interne au niveau du Conseil, les suites du président de la République. Donc nous avions quand même, nous recevions des suites par rapport à certaines de nos préoccupations. Donc on n'a jamais eu le sentiment d'être inutile au niveau du Conseil. Jamais. 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 Puisque dans l'un ou l'autre, nous nous retrouvons à travers les suites et nous, à partir du moment où nous étudions chaque fois les lois de finances, oui, à travers lesquelles nous formulons des recommandations, comme quoi tel secteur, on aurait souhaité que ça se fasse de cette façon, au lieu que ça se fasse comme tel que c'est prévu. Donc, dans un cas ou dans un autre, nous nous retrouvons quand même à travers les grandes orientations qui sont données en matière de développement de notre pays. Ah, d'accord. Mais si, effectivement, pendant des années, vous n'avez pas eu le sentiment d'avoir été inutile et que dans le même temps, bon, l'écho n'est pas toujours ce que vous auriez souhaité, comment est-ce que vous gérez ça? Comment est-ce que vous digérez ça? Vous avez le sentiment d'avoir dit « faites ceci » et après on fait le contraire et ça tourne mal. Comment est-ce que ça se passe au niveau du CES? Comment se sent-on? Alors, nous considérons oui, que l'évolution d'un pays, c'est une marche. C'est une marche. Et quand vous êtes dans une dynamique de marche, soit vous faites de grands pas, oui, ou vous faites de petits pas, ou vous faites des pas moyens. Alors, parfois, on peut rester sur place aussi. Parfois, on peut rester sur place aussi. Mais on n'a jamais eu l'impression que c'est statique, qu'on est resté sur place. On considère que c'était des petits pas, mais aujourd'hui, nous sommes totalement emballés dans une dynamique de grands pas, parce que les autorités actuelles veulent qu'on aille vite pour régler les problèmes majeurs de notre développement. Si on a pris en compte vos avis, vos recommandations, est-ce que le chef de l'État vous le notifie pour dire ça sera pris en compte, ou bien il vous dit simplement, bon, j'accuse réception d'avoir reçu vos recommandations et ça s'arrête là? Ça fait partie des questions de gestion de l'État au plus haut niveau. Oui. Souffrez que je ne révèle pas comment ça se passe. Ça nous intéresse tout de même pour pouvoir nous en convaincre davantage. Souffrez que je ne dévoile pas comment ça se passe. Mais les mécanismes sont là, institutionnels sont là, oui, et qui nous permettent de savoir que l'autorité a pris en compte nos avis et recommandations. D'accord. Alors, quelles sont aussi vos relations avec le Parlement, tout simplement, l'Assemblée nationale? Je dois avouer que pendant longtemps, en dehors des seules fois où il faut aller présenter le projet de budget de l'institution au Parlement, il n'y a pas eu de grandes actions institutionnelles entre le Parlement et nous. Mais je dois avouer que depuis quelques années, il y a une nouvelle dynamique qui a pris corps entre l'Assemblée nationale et nous, à travers la commission du plan, avec la commission du plan présidée par l'honorable Abimbola, oui, qui est un scientifique de très haut niveau sur les questions de développement. Il a de grandes idées. Je crois qu'il y a une nouvelle dynamique qui a pris corps avec cette commission-là. Et là-dessus, nous sommes en train de préparer une grande activité. Je ne vais pas la révéler ici. Les jours et les semaines à venir, vous verrez que l'Assemblée nationale, le Conseil économique et social, dans une synergie d'action institutionnelle, mènera une activité très phare qui va concerner le développement économique du Bénin. Puisque vous avez vos avis à donner sur les lois que l'Assemblée étudie à son niveau, on sait que l'Assemblée nationale, c'est le haut lieu de la politique, c'est connu de tous. Est-ce que vraiment au niveau du Parlement, vos avis importent pour les députés? Puisque chez eux, les réalités sont parfois différentes. Heureusement, la commission du plan avec qui nous sommes entrés en partenariat institutionnel, nous n'avions pas eu une seule fois l'impression que nous sommes à un lieu de la politique politicienne. Nous menons des débats scientifiques, nous menons des débats de développement,
nous menons des débats d'intérêt national. Et là-dessus, la seule chose qui vaille, c'est le développement du Bénin. Et là-dessus, c'est des débats de fond, des débats sérieux qui sont menés. Eh bien, pour nous en convaincre, tout à l'heure, vous avez été très pédagogique sur la question de l'exécutif. Quels sont les avis que vous avez émis à l'endroit de l'Assemblée nationale qui ont eu un écho favorable? Et vous avez vu ça comme ça, qu'on a vraiment pris en compte ce que vous avez dit? Oui, à travers les lois, il y a un certain nombre d'avis et de recommandations qu'on avait formulés et qui ont transparu dans les lois qui ont été votées. Comme Alors, je n'ai pas d'exemple direct à vous donner, oui. Mais globalement, sur les questions de développement, nos avis et recommandations sont prises en compte. D'accord. Et quelles sont les relations que vous avez avec les autres institutions de la République en général? Oui, il y a un cas de concertation des présidents d'institutions constitutionnelles. Et par rotation, la présidence de ce cas de concertation là passe de main d'un président à un autre. Le président du Conseil économique et social a eu le privilège de conduire ce cadre de concertation déjà plus de 2 fois. Oui. Plus de 2 fois. Et à travers ce cadre informel, il faut le dire, parce que ce n'est pas inscrit dans la Constitution, les présidents d'institutions constitutionnelles se retrouvent pour débattre des questions d'intérêt national. Tout simplement. Tout simplement, oui. Et puis, c'est des questions qui, lorsque une question est débattue et qui concerne les prérogatives d'une institution, oui. Cette institution-là est commise pour la traiter de façon approfondie. Donc, ce sont de bonnes relations. De très bonnes relations, voilà. D'accord. Oui. Alors, on va évoluer dans cette émission. Monsieur Charlemagne Thomas-Vore, le CES aujourd'hui, est-ce que franchement, vous avez le sentiment qu'on doit revoir des choses dans son fonctionnement pour le rendre beaucoup plus connu et même beaucoup plus actif encore en tant qu'institution? Non, là-dessus, mon avis personnel est que le Conseil économique et social, dans sa forme actuelle, peut effectivement bénéficier d'un certain nombre de réformes. Peut bénéficier d'un certain nombre de réformes. Lorsque vous prenez les composantes qui s'y trouvent, on peut aménager. On peut aménager et adjoindre d'autres. Par exemple, là la question avait été agitée entre-temps. Il y a par exemple nos compatriotes de la diaspora qui pensent qu'ils peuvent se faire représenter au niveau du Conseil économique et social pour relayer les grandes préoccupations de nos compatriotes qui sont hors du territoire. Je trouve personnellement que c'est pertinent et que si on s'inscrit dans une dynamique de relecture, on peut penser à eux. Et quelle est la faisabilité? Ils vont venir siéger à Cotonou ou bien ils vont rester à l'étranger et émettre des avis à distance? Comme on l'a vu faire au sein d'autres conseils, oui. Lorsque vous prenez par exemple le César du Maroc, la possibilité est donnée à des Marocains de la diaspora d'appartenir au César du Maroc. On leur permet, et là l'État met des ressources à leur disposition, leur prennent des billets pour que de temps en temps, pour certaines sessions, ils se déplacent pour siéger, pour échanger de façon directe avec leur père. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Si on prend des dispositions technologiques, tout en étant à New York, à Ottawa, n'importe où, par vidéoconférence, oui. En pleine session, ils peuvent échanger avec leur père en session lorsqu'ils sont en plénière. D'accord. Donc là-dessus, mon avis personnel, si on s'engage dans une dynamique de relecture, c'est de permettre, par exemple, que nos compatriotes de la diaspora puissent se faire représenter, par exemple, au niveau du Conseil. Et lorsque on aborde la question des avis qui sont consultatifs, voilà. Je pense qu'on peut, sans contraindre l'exécutif ou le législatif à prendre forcément en compte les avis du Conseil économique et social, donc tout en maintenant le caractère consultatif pour rester conforme aux attributions de la majorité des conseils dans le monde, oui. On peut insérer un mécanisme d'exploitation des avis et des recommandations du Conseil économique et social pour sortir un peu du caractère consultatif. D'accord. Et là, comment est-ce que ça va devenir? Est-ce que vous aurez une institution désormais, enfin un CES beaucoup plus
incisif, beaucoup plus redoutable, qui va peut-être faire peur à l'exécutif. Comment est-ce que ça va se passer? De toutes les façons, il ne faut jamais s'engager en matière de réforme des conseils économiques et sociaux dans une dynamique de disputer les attributions de l'exécutif ni de législatif. Ça, pour avoir fait 10 ans dans cette maison et pour avoir connu beaucoup de conseils économiques et sociaux, je pense que nous devons éviter d'aller sur ce terrain-là. Mais de mon point de vue, oui, il faille quand même trouver un mécanisme d'exploitation oui, des avis et recommandations du Conseil économique et social. Alors, la formule que le Kenya très bien, a adoptée, c'est de faire en sorte que chaque ministère soit représenté au Conseil économique et social. Directement. Directement. Et qu'est-ce qu'ils font habituellement? Ceux qui représentent les ministères, c'est généralement les directeurs de la programmation et de la prospective. C'est eux qui planifient les actions au niveau des ministères. Ils sont au niveau du Conseil économique et social. Lorsque le Conseil économique et social, en ce moment, prend une décision qui concerne leur ministère sectoriel, ils font tout pour les enrôler dans leur programmation, dans leur planning, pour que cela soit exécuté au niveau du ministère. Voilà un mécanisme simple qui peut permettre de rendre exécutoires les avis et recommandations du Conseil économique et social, tout en gardant le caractère consultatif pour rester conforme à la dynamique au niveau de tous les conseils du monde. Là où le caractère consultatif semble parfois poser problème, et là j'emploie ce terme entre griffes, c'est qu'on a certaines institutions qui formulent aussi des recommandations. Même l'Assemblée nationale émet des avis vis-à-vis de l'exécutif, la Cour constitutionnelle qui, de façon technique, selon ses prérogatives, valide parfois des décisions, des lois aussi, mais aussi qui a un rôle, qu'on le veuille ou pas, consultatif. Est-ce que le CES n'est pas comme, on va dire, une institution de trop au final? Pas du tout. Pas du tout. Le Conseil économique et social n'a pas les mêmes attributions que les autres institutions. Là-dessus, je suis formel. Le Conseil économique et social... Mais l'existence de ces autres institutions que je viens de citer, est-ce que ça ne fait pas du CES une institution totalement en bas? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai cité un peu la place du Conseil économique et social à travers l'exécutif et le législatif. Et chacune des institutions constitutionnelles, les attributions sont formelles et claires dans la Constitution. Ce qu'ils veulent, la netteté au niveau des attributions, nos cas, elle est liée. Nous, au niveau du Conseil, nous intervenons en matière de conseil sur 6 paliers. Économique, social, culturel, scientifique et environnemental. Vous voyez? Et on peut me dire, il y a d'autres structures de conseil, mais ça n'aura jamais le caractère du Conseil économique et social. Chez nous, c'est des élus. C'est des élus. Ils sont 30 élus qui représentent les grandes composantes de la nation. Et de façon apaisée, de façon réfléchie, sans parti pris, vous voyez, nous avons les 4 secrétaires généraux des plus grandes centrales syndicales qui sont représentées au niveau du Conseil. Mais à aucun moment, on a mené un débat politique au niveau du Conseil économique et social. Et l'avantage que le Conseil économique et social a, et que les autres institutions n'ont d'ailleurs pas, lorsqu'il y a crise sociale, je vous jure que l'institution la plus habilitée à régler les questions de crise sociale, surtout lorsqu'il y a crise entre gouvernement et centrale et confédération syndicale, l'institution la plus à même de régler, c'est le Conseil économique et social. On ne le sent pas généralement. Hein. On ne le sent pas. Ah, monsieur le journaliste. Récemment, il y a même eu une crise sociale, et ça, ce n'était pas forcément entre le gouvernement et les centrales syndicales, entre, on va dire, des populations à la base qui étaient mécontentes, ainsi de suite, mais on n'a pas entendu le CES. Le CES a fait beaucoup de choses dans l'ombre. Comme je vous le disais, nous faisons beaucoup de choses dans l'ombre sans les médias. Sans les médias. Est-ce que parfois, vous n'avez pas le sentiment qu'il faut quand même communiquer? Non, mais vous savez, lorsque nous faisons nos médiations, nos conclusions, résultats sont versés aux 2 plus hautes autorités du pays. Donc, souffrez qu'on ne se mette pas dans la rue pour dire, mais nous sommes en train de faire une médiation pour pouvoir proposer telle ou telle chose. Mais parfois, vous pouvez aussi faire des médiations, non? Vous ne pouvez pas intervenir? Non, mais dans la gestion de plusieurs crises, quand même, on a observé le Conseil économique et social. Et là, on avait quand même eu à recourir aux médias dans la gestion de plusieurs crises sociales.
Par exemple, la crise entre les centrales et confédérations syndicales qui, dans les années 2012, 2013, 2014, nous sommes beaucoup intervenus. Et ça, on l'a fait à travers les médias. On l'a fait à travers les médias. Et on peut peut-être dire que c'est l'une des occasions où on a vraiment peut-être entendu le CES, mais certains auraient encore voulu plus. C'est vrai qu'on nous le reproche de temps en temps, il faut qu'on sorte plus, mais souffrez également que lorsqu'on doit recourir également à vous, et si c'est nous qui décidons, ça a un prix à payer. Charles Tomavo, une question très frontale. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut supprimer le CES? Question véritablement frontale. Oui. Sans avoir le sentiment que vous n'aurez plus forcément être le SG du CES. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut le supprimer? Alors, non, mon avis personnel sur la question, je pense que garder le Conseil économique et social, on a tout à gagner. Tout à gagner parce que... Pour que vous ne soyez pas au chômage, c'est ça? Non, ce n'est même pas ça. Je suis agent de l'État, c'est partout où besoin sera. Oui. Je relève d'ailleurs du ministère de l'Enseignement supérieur, donc à tout moment, je vais regagner ma base. Oui. Non, donc je ne le dis pas pour moi-même, parce que je veux conserver quelconque avantage. Non, je suis chercheur, je travaille avec des universités étrangères, donc je n'ai absolument rien à craindre sur ce terrain-là. Donc je ne le dis pas par rapport à ma personne, mais je le dis du point de vue de la fonction et de l'utilité de l'institution. Vous savez, si des pays qui ne l'ont pas courent aujourd'hui pour l'avoir, le Togo vient de créer le Conseil économique et social. Et dans le monde, nous appartenons à des faits tiers. Dans toute l'Afrique, c'est une saine émulation pour que des États qui n'ont pas de Conseil économique et social créent. L'Union africaine a son Conseil économique et social. Les Nations unies ont leur Conseil économique et social. Et au niveau de toutes ces instances, le caractère des avis est toujours consultatif. Mais ce n'est pas pour autant que de grands organismes, que de grands pays continuent de créer des conseils économiques et sociaux. Parce que c'est la seule assemblée, en dehors de l'Assemblée nationale, où des élus réfléchissent de façon sereine, sur les grandes préoccupations de la nation pour formuler des avis et des recommandations. Je pense que de ce point de vue, et au regard de la représentativité des conseillers au sein d'une telle institution, je pense que nos nations ont tout à gagner en préservant les conseils économiques et sociaux, en leur donnant les moyens nécessaires pour qu'ils continuent de devenir des laboratoires d'analyse et de recherche sur les grandes préoccupations d'ordre économique, social, culturel et scientifique. Très bien. Pour sortir de cette émission, quelles sont les perspectives, en quelques minutes seulement, au niveau du CES? Les perspectives au niveau du CES, c'est de faire en sorte que nous continuons d'être plus utiles pour notre pays. La marche pour le progrès aujourd'hui est une marche à grands pas. Et là-dessus, il faudrait que nous travaillions d'arrache-pied pour nous conformer, pour nous inscrire dans cette dynamique-là. Pour que nous approfondissions nos diagnostics sur les grands domaines qui sont les nôtres, l'économique, le social, le culturel, le scientifique et l'environnemental, pour accompagner de façon efficace et efficiente les réflexions et les réformes qui sont en cours dans notre pays. Ce serait notre modeste contribution à la marche du Bénin vers le progrès. Merci infiniment à vous, Charles Tomavo. Vous êtes l'actuel secrétaire général du Conseil économique et social. On a donc passé avec vous tout en revue l'actualité liée au Conseil économique et social. Vous avez été suffisamment clair. Le CES joue pleinement son rôle, fait beaucoup de choses dans le pays, même s'il ne vient pas dans les médias, sur la place publique, pour s'exprimer de toutes les façons, que ce soit l'exécutif ou le Parlement. Vous vous exprimez suffisamment et ces deux institutions vous écoutent. Merci d'avoir été sur ce plateau en ce dimanche. Je vous souhaite un bon retour chez vous et aussi bonne suite au niveau du CES. On se retrouvera certainement très prochainement pour revenir encore avec de nouvelles actualités liées aussi au CES. Merci infiniment à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et aussi à vous qui nous avez écoutés à la radio. Merci, bon dimanche à vous et à dimanche prochain avec un nouvel invité sur de nouveaux sujets d'actualité.